Bonjour à tout le monde, désolée pour mon retard à la connexion, petit souci, mais ça arrive. Voilà, donc bienvenue à ce webinaire dédié aux établissements de santé pour lequel nous allons nous efforcer de vous expliquer très clairement le contenu du Ségur numérique pour les établissements de santé et de manière pratique ce qui a été décrit et comment s'inscrire dans les différents dispositifs. Je vais donc dans un premier temps laisser la parole à Jean-Baptiste Lapéry de la DNS pour vous présenter le contexte de ce volet numérique pour les établissements de santé. Et nous entrerons ensuite plus dans le détail de chacun des mécanismes, sachant que, comme vous l'avez peut-être suivi, il y a un dispositif de financement à l'équipement et un dispositif de financement à l'usage. Il n'y a pas d'ordonnancement dans le temps. On présentera le financement à l'usage dans un second temps pour une question de disponibilité des intervenants. Voilà. Je laisse donc la parole à Jean-Baptiste. Oui, merci Nolwenn et bonjour à tous. Donc, on va essayer de vous présenter rapidement cette première partie le contexte global Ségur avant de faire un gros focus avec un ordre du jour particulièrement chargé sur l'impact du Ségur pour les établissements de santé. Et donc, on peut maintenant passer du coup à transparent suivant. Donc, je vais faire très rapidement, c'est un petit peu très rapide cet élément. Certains en ont déjà eu pas mal de présentations sur le contexte global du Ségur, mais c'est de refaire quand même une présentation focus large de l'ensemble du dispositif Ségur avant de refaire effectivement ce focus pendant 2 heures, quasiment 2 heures sur la partie hôpital. L'idée du Ségur, sur les objectifs, on est sur le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels de santé, établissements et avec l'usager. Et tout ça de moyens qui sont un investissement historique, avec 1,4 milliard d'euros sur le sanitaire sur 3 ans et 100 millions d'euros dans le médico-social sur 5 ans. Un financement qui provient à 100% du plan de relance et résilience européen, d'où le petit logo que vous voyez là. Ce n'est pas un programme qui vient en complément de tout ce qui existait avant. Ce n'est pas quelque chose qu'il y a à faire en plus, c'est une accélération de la feuille de route Ma Santé 2022. Donc, accélérer cette feuille de route de la transformation numérique, c'est un moyen des moyens complémentaires pour aller plus vite sur les objectifs déjà identifiés, la trajectoire déjà identifiée. Et ce n'est pas des éléments ou des travaux complémentaires, supplémentaires qui viennent en surcouche. Sur l'idée de la marche à franchir et de l'ambition, que vous voyez là, aujourd'hui, on est de l'ordre de 10 millions de documents échangés via le DMP Maîtrise de la santé. Et l'objectif, à l'horizon de 2 ans, c'est de faire fois 50 et d'atteindre les 500 millions de documents échangés. C'est une marche très importante. On met de nombreux éléments en place, dont ce Ségur numérique. Attention, on a sauté un transport. Voilà. Ce volet numérique, il a plusieurs particularités. La première, c'est de traiter en parallèle, on parlait de l'échange et partage de documents, ce qu'on appelait plusieurs couloirs, donc plusieurs types de documents qui concernent le parcours du patient, l'aide de liaison en sortie, côté établissement, mais aussi compte rendu biologie, l'imagerie, la partie aussi prescription, côté médecine de ville, et ensuite ces documents qui concernent le patient et qui pourraient être échangés, comme c'est marqué là sur le schéma, via les services socles, déjà préidentifiés dans la feuille de route Ma Santé, dans l'évaluation globale du numérique en santé, via le DMP, le message de santé, aussi bien professionnel que citoyenne, avec des données qui sont naturellement référencées avec l'INS, l'identité nationale de santé, donc on va parler du même patient, quel que soit le professionnel de santé, l'établissement, en tout cas l'acteur de l'offre de soins, et aussi le déploiement de l'outil ProSanté Connect pour faciliter l'identification électronique, la connexion des professionnels de santé aux services numériques en santé. Sur tous ces travaux que vous voyez là, présentés ici, d'étoiles autour du patient pour l'échange de données, et représentés aujourd'hui, il y a 3 couloirs qui concernent directement la partie hôpital. On a bien sûr tout ce qui est fait sur l'établissement de santé, avec les documents de sortie, mais aussi la partie biologie médicale et radiologie, qui vont concerner directement, mais aussi les plateaux bio et imagerie qui sont hébergés au sein des établissements. Donc, tout ce qui va être présenté aujourd'hui sur tous ces travaux qui concernent directement l'établissement. Il n'y a pas que le sujet établissement de santé, même si celui-là concerne effectivement particulièrement tous les établissements. Transparent suivant. Le dispositif Ségur, donc on a vu original sur le fait de travailler sur l'échange de données, mais sur plusieurs couloirs, plusieurs acteurs de l'offre de soins en parallèle, en même temps, pas de dire on fait séquentiellement l'un puis l'autre, tous vont alimenter en même temps, et du coup aussi en s'appuyant sur des nouveaux leviers. Et alors là, en termes de financement, et c'est ça la nouveauté, l'idée c'est que le Ségur s'appuie sur 2 leviers complémentaires qui ont été introduits tout à l'heure par Nolwenn et sur lesquels on va détailler tout au long de ce webinaire. Une partie qui vise à l'équipement,
c'est-à-dire comment s'assurer que les acteurs de l'offre de soins, donc vous, établissement, puissiez vous équiper en logiciel qui soit compatible, entre guillemets, on verra voilà, référencé sur les exigences Ségur. Et une deuxième partie qui est liée à la transformation associée, donc de façon à atteindre l'usage à partir d'équipements logiciels qui sont référencés, qui permettent d'atteindre ces cibles. Donc, on a bien deux financements qui visent, et deux mécanismes qui vont viser cette partie équipement avec des mesures financières qu'on va présenter là, le dispositif SONS, système ouvert non sélectif, mais aussi des financements forfaitaires à l'atteinte de cibles d'usage, particulièrement pour les établissements de santé, de façon à atteindre des usages en termes de transmission et partage des documents de santé. Tout ça sera complété par la suite par des mesures réglementaires, donc aussi bien du côté opposabilité dans le référentiel sur lequel aujourd'hui la station Ségur est opposable, mais aussi sur la partie partage de données pour les offres de soins, donc de rendre aussi obligatoire ce partage-là. Ça, c'est le contexte global général qui va s'appliquer et qui contient l'ensemble des travaux Ségur de tous les couleurs que vous avez vus. Et si on focalise sur le transpension un petit peu plus, qu'est-ce qui a été le travaux des derniers mois côté Task Force Hospital, comment on est arrivé à tous ces travaux, toute cette formalisation d'exigences, de spécifications, d'appels à financement sur la partie hôpital. En tout cas, on tient à remercier tous les contributeurs à ces travaux. On voit que plus de 160 personnes ont participé, contribué aux différents ateliers, avec une répartition environ 50 DSI ou représentants d'établissements et environ 110 personnes travaillant pour des éditeurs. Ça représentait de l'ordre de 36 ateliers de consultation et de co-construction pour cette partie qu'on appelle DSR, qu'on va vous détailler dans ce webinaire. Et on a aussi pu lancer un programme de pilote pour tester les outils du terrain sur le Ségur sur environ 3 mois, avec 8 groupes mobilisés et 20 sites déployés qui ont permis aussi de tester grandeur nature, pas seulement les spécifications, mais aussi la capacité à conduire le changement et à mener ces travaux-là. Donc tout ce qui vous voilà. Donc on tient à remercier tous ceux qui ont contribué et ils ont permis d'arriver à ce résultat et publication de tous ces documents et la mise en œuvre de tout ce dispositif qui vont vous être présentés du coup maintenant en détail. Et je laisse la parole du coup à Nolwenn pour la suite. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Je vais donc effectivement prendre la suite et vous décrire un des premiers dispositifs. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a mis en place deux dispositifs qui avancent en parallèle. Le dispositif de financement à l'usage qui est porté par la DGOS et qui vous sera présenté tout à l'heure, et le dispositif de financement à l'équipement ou dispositif d'achat pour compte que je vais vous détailler maintenant et qui s'appuie sur des documents qui décrivent des exigences auxquelles doivent répondre les éditeurs qui implémentent ces solutions dans les établissements. Donc, je ne vais pas revenir sur le détail de cette diapo puisqu'on y revient par la suite. En tant qu'établissement, si on passe à la diapo suivante, ça correspond du coup, si on reprend les thématiques des différents couloirs, puisqu'on a travaillé par couloir, pour le couloir, ce qu'on a appelé couloir hôpital, qui s'intéresse uniquement aux établissements de santé. On a donc pour les établissements, possibilité de cumuler une partie financement à l'équipement qu'on va expliciter tout à l'heure et une partie financement à l'usage. Et vous êtes donc invité à vous inscrire dans ces deux programmes en parallèle. Et pour ce qui est des plateaux de laboratoire de biologie et d'imagerie, en fait, ce même mécanisme se reporte selon des modalités de calcul un petit peu différentes, mais sur le principe, pour vous, c'est la même chose. Un mécanisme de financement à l'usage, c'est le même sur différents indicateurs. Donc, il y a des indicateurs spécifiques à la biologie et à la radiologie. Et puis, sur le financement à l'équipement, de la même manière, il y a un financement pris en charge par l'État. En termes de calendrier, c'est pareil, on reviendra un peu plus dans le détail. Voilà, merci Manon. Vous avez donc sur la partie financement à l'équipement, un calendrier qui a déjà en fait démarré pour les éditeurs, puisqu'on le verra pour eux, le déroulé des différentes étapes se passe chez les éditeurs et puis il y a tout ce travail de développement et de référencement qui a d'ores et déjà débuté. Avec une clôture, ce qui est important de retenir, c'est la clôture des financements, puisque la fin des demandes de financement sera au mois de juillet 2022 et la fin des projets, en fait, le paiement des soldes, donc les projets finis et validés par vous,
sera en octobre, au 15 octobre pour tout ce qui est radiologie, biologie, et au 31 décembre pour le reste du périmètre hôpital. Et en parallèle, vous avez le calendrier là, du financement aux usages qui lui-même est ouvert également sur les fenêtres de candidature, puisque on en reparlera tout à l'heure, mais il y a des candidatures qui pourront être déposées tous les semestres. Voilà. Et donc, pour revenir sur le périmètre de ce qui vous est présenté aujourd'hui, c'est bien la vague 1, puisqu'il y aura une nouvelle description, de nouvelles exigences et de nouveaux attendus dans une vague 2 pour l'équipement et dans un volet 2 sur de nouveaux indicateurs qui seront travaillés et qui seront mis en œuvre à partir de 2022. Donc, si on entre maintenant plus dans le détail de ce financement à l'équipement logiciel, donc, qu'est-ce que c'est exactement que ce mécanisme d'achat pour compte, donc autrement appelé système ouvert et non sélectif, d'où le sens que vous verrez apparaître. Maintenant, je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît, merci. Donc, l'État finance en fait les prestations d'équipement et de mise en place de logiciels pour implémenter des versions qui répondent à un certain nombre de fonctionnalités, lesquelles ont été décrites à l'issue de tous ces ateliers dont vous a parlé Jean-Baptiste Lapéry, dans des documents d'exigence et de spécifications de référencement. Donc, c'est aux éditeurs de développer en fait toutes les fonctionnalités pour répondre à ces exigences, d'apporter à l'ANS la preuve que ces fonctionnalités sont bien implémentées dans leur logiciel, dans une version spécifique, et de présenter les preuves qui correspondent à ça auprès de l'ANS pour obtenir un référencement. Sur la base de ce référencement, ils pourront ensuite, à l'aide des bons de commande qui vous seront soumis, prétendre au financement. Donc, c'est un financement qui sera bien au bénéfice des établissements de santé, mais versé directement aux éditeurs. Le principe étant qu'il y a un périmètre de prestations qui correspondent à l'implémentation sur site des fonctionnalités décrites. L'ensemble de ces prestations, alors il peut y avoir du coût logiciel, il peut y avoir de la prestation technique, de la prestation de paramétrage, il y a également de la formation, de la mise en place de flux. Elles sont décrites dans les documents de ce couloir, de chaque couloir, et elles sont incluses dans un forfait et elles ne peuvent pas dépasser le montant de ce forfait, donc c'est sans reste à charge pour les établissements. En termes de texte, comment ça fonctionne? Il y a un arrêté qui a été publié pour chacun des périmètres définis, j'ai envie de dire, parce que dans le couloir hôpital, on en a 3, qui sont le référentiel identité, le dossier patient et ce qu'on a appelé la plateforme d'intermédiation, qui est la brique fonctionnelle qui correspond à la réception et l'émission des flux avec l'extérieur, c'est-à-dire là, ce qui nous intéresse, messagerie, sécurité de santé et DMP. Donc, à chaque arrêté correspond un dossier de spécification de référencement, le fameux DSR, qui décrit le périmètre et qui, pour les éditeurs, décrit toute la procédure pour pouvoir être référencé. À cela est lié un fichier d'exigence qui décrit également les preuves que les éditeurs auront à fournir pour ce référencement, et un document d'appel à financement qui, lui, décrit d'une part la procédure que devront suivre les éditeurs pour obtenir les financements, mais également le détail des prestations incluses dans chacun de ces périmètres fonctionnels. C'est important pour vous de le savoir parce qu'en fait, si vous voulez voir un petit peu ce qu'il doit y avoir dans ce devis, tout est décrit dans ces documents appel à financement. Alors, ils sont tous en ligne sur le site de l'ANS, sur isanté.gouv.fr, et pour chacun des couloirs, vous pouvez trouver tous ces documents en ligne sur chacun des périmètres qui sont décrits. Donc, ce qui est important de retenir sur ce mode de financement, sur la diapo suivante, c'est bien, comme on l'a dit, que les financements sont versés aux éditeurs sur la base des devis ou des commandes que vous aurez vous-même signées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reste à charge dans la mesure où ces devis respectent le périmètre qui a été décrit dans ces fameux documents d'appel à financement. Il est bien important de noter aussi que c'est à vous, établissement, qui faites le choix des éditeurs. Hein, si on a décrit dans le périmètre hôpital 3 DSR,
c'est bien parce qu'on a considéré et on a bien dit qu'il s'agit de briques fonctionnelles qui portent des intitulés assez génériques. C'est parce que, selon vos choix architecturaux, tous les établissements n'ont pas le même système d'information. Ça va être, si on parle du référentiel d'identité, par exemple, ça va parfois être la gestion administrative des patients qui le portent, ça va parfois être un logiciel dédié, ça va parfois être le DPI. Donc, c'est à vous de voir, établissement, selon votre architecture, à quel éditeur vous faites appel pour bénéficier de ce financement et implémenter les fonctionnalités décrites. En revanche, il y a quand même un point important là-dedans, c'est que si vous aviez plusieurs fournisseurs pour les mêmes fonctionnalités, un seul pourra bénéficier du financement dans votre hôpital. S'il y a plusieurs dossiers patients, il n'y en a qu'un qui pourra bénéficier du financement du DSR DPI. Voilà. Et au total, en tant qu'établissement de santé, donc il y a 6 DSR possibles, puisqu'il y en a 3 dans le couloir hôpital que j'ai cité tout à l'heure. Pour la biologie, on en a 2 qui sont le système de gestion de laboratoire et le système de transcodage LOINC. Et pour l'imagerie, un DSR qui concerne les RIS. Donc, selon la présence ou non de ce type de plateau médico-technique dans vos établissements, vous pouvez bénéficier de ces financements ou pas s'ils ne font pas partie. Donc, important aussi, seules les commandes passées après la publication des arrêtés pourront bénéficier de ce financement, sachant que les arrêtés ont été publiés au JO du 12 août. Voilà. Et puis, il est aussi possible, parce que vos éditeurs, certains de vos éditeurs vous le proposeront, donc sachez-le, vous pouvez tout à fait signer, dans la mesure où maintenant les arrêtés sont publiés, vous pouvez tout à fait signer des commandes qui correspondent à ce périmètre Ségur et qui potentiellement bénéficieront de ce financement, sous réserve que l'éditeur soit bien embarqué dans la procédure de référencement, dans la limite de 120 jours après la signature de la commande. C'est important. Et lui, c'est lui qui doit vraiment s'intégrer dans ce processus-là. Donc, c'est vraiment des points importants à retenir, puisque ce n'est pas toujours compris par tout le monde, pas toujours compris non plus par les éditeurs. Donc, le mieux, c'est qu'on rappelle bien ces informations à tous. Si on va sur la diapo suivante, on a un petit schéma sur le déroulé des étapes, en fait, que représente ce financement à l'équipement. Donc, vous voyez que vos établissements intervenaient peu dans ces différentes étapes, puisque tout ce qui est dépôt de candidature, c'est l'éditeur qui ensuite, sa candidature est validée par l'ANS. Une fois sa candidature validée, il doit déposer les fameuses preuves qui sont demandées en miroir des exigences pour le couloir, le DSR auquel l'éditeur postule. L'ANS va ensuite instruire son dossier et, si toutes les exigences sont remplies, attribuer à l'éditeur le référencement. Une fois qu'il a obtenu ce référencement, il doit vous proposer un devis. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut éventuellement être fait en parallèle, mais vous proposez un devis que vous validerez. Avec ce référencement et cette commande validée par son client, l'éditeur va aller auprès de l'organisme de paiement faire sa demande de financement. Il pourra prétendre une avance en fait de 30% du montant du devis en début de projet. Le solde n'étant versé que lorsque vous aurez signé la validation d'aptitude avec des éléments qui sont là aussi décrits dans les appels à financement. Et c'est uniquement sur présentation de cette validation de votre part que l'éditeur se verra verser le solde du financement et donc le solde de la facture que vous n'aurez donc pas à payer ni avancer. Voilà comment ça marche. Donc, bien évidemment, et dans l'immédiat, on ne peut que vous inviter à vous renseigner auprès de vos éditeurs pour bien les encourager et vérifier qu'ils sont inscrits dans cette démarche et savoir aussi pour vous pouvoir anticiper l'ensemble du projet, voir quand ils vont s'inscrire et quand est-ce qu'ils pensent se référencer pour pouvoir bien évidemment vous organiser et planifier le projet avec lui.
ou avec eux, parce que du coup, vous pouvez avoir plusieurs éditeurs qui vont travailler ensemble et du coup, être obligé de se coordonner, c'est une des petites difficultés, mais dans la mesure où on parle de flux d'informations, on a potentiellement plusieurs éditeurs qui doivent converser entre eux et s'échanger des informations. Voilà. Et ensuite, les étapes suivantes sont ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la signature de la commande, le déroulé du projet, bien évidemment, puisqu'il y a quand même un travail à faire en interne pour arriver à une validation d'aptitude qui attestera que toutes les fonctionnalités attendues sont bien en production. Alors, dans cette partie-là, on ne s'intéresse pas à savoir si vous avez 30, 60 ou 100% je sais pas, des identités qui sont qualifiées ou des envois de lettres de liaison au DMP. On s'intéresse au fait que ça fonctionne et que c'est utilisé et utilisable, que vous avez vérifié que tout était fonctionnel en production. C'est l'objet de cette validation d'aptitude. Pour vous présenter un petit peu le détail des prestations qui sont incluses dans ce périmètre. Donc, on a la partie licence d'utilisation. Alors, il y a ou pas un co-licence. Hein. Là, c'est important de noter que ce qui peut entrer dans ce devis dépend aussi des contrats que vous avez déjà en cours avec vos éditeurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là de faire entrer dans un financement quelque chose qui contractuellement serait déjà inclus dans vos relations contractuelles. Nous, on n'entre pas, bien évidemment, dans les relations contractuelles entre vous et vos éditeurs. De la même manière que, comme on disait tout à l'heure, vous avez le choix de l'éditeur en fonction de ce que vous avez déjà implémenté ou de ce que vous voudriez mettre en place à l'occasion du Ségur. Donc, c'est tout ce qui peut entrer, c'est-à-dire que ça ne peut pas être facturé par ailleurs. C'est surtout ça. Donc, des frais d'installation et de configuration, que ce soit pour l'installation de la version ou des fonctionnalités ou les flux de données, puisqu'il y a un certain nombre de flux qui sont attendus et qui doivent être inclus dans l'implémentation dans le cadre de ce financement. Si nécessaire, l'accompagnement, et ça dépend éventuellement des couloirs, l'accompagnement pour l'obtention d'un certificat, des certificats personnes morales, par exemple, pour pouvoir échanger avec le DMP. De la documentation, bien évidemment, les prestations d'accompagnement du projet, la maintenance corrective dans la limite de 6 ans, hein, donc corrective uniquement, et dans la limite de 6 ans, et bien sûr, sur l'ensemble de ces prestations, on ne parle que du périmètre Ségur, c'est-à-dire que, et la question nous a déjà été posée, si vous envisagez un changement des pays, de risque, le financement Ségur n'a pas vocation à financer votre changement de solution. Il se limite à un périmètre fonctionnel bien défini, qui est bien évidemment pas en rapport avec un changement total de solution. Et ce qui n'est pas financé non plus, ce sont les coûts d'infrastructure ou de matériel qui viendraient s'ajouter à l'implémentation de ces fonctionnalités-là. Voilà. Pour cette partie. On revient sur un petit détail de calendrier puisqu'il y a quelques éléments qui sont à noter. Donc, l'apparition JO qui est passée. Le 15 mai, c'est la date de fin de réception des demandes de référencement auprès de l'ANS. Donc, normalement, c'est plus ou moins, ça correspond plus ou moins, parce qu'il y a la période d'instruction, mais à la fin de la période à laquelle vos éditeurs vous auront dit qu'ils sont référencés et qu'ils peuvent entrer dans le processus. La période de demande de financement auprès de l'organisme de paiement, elle peut se faire jusqu'au 15 juillet, sachant que pour le solde, c'est-à-dire la fin du projet dans vos établissements et la validation des fonctionnalités en production, c'est le 15 octobre pour ce qui est radiologie et biologie et le 31 décembre pour les DSR qui sont dans le couloir hôpital, c'est-à-dire référentiel d'identité, DPI et plateforme d'échange. Voilà, et passer ces dates, c'est pareil, c'est trop tard, ce sera plus recevable. J'espère avoir été claire. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez dans le chat pour qu'on puisse y répondre, soit dans un temps de questions-réponses tout à l'heure, soit au fil de l'eau dans le chat également. Et je vais passer la parole à Jean-Christophe Turbat de l'ANS qui va vous présenter un peu plus en détail ce qu'il y a dans les exigences et dans les DSR du couloir hôpital.
Merci Nolwenn. Pendant ton intervention, quelques questions dans le chat auxquelles j'ai commencé à répondre. Si d'autres viennent au fil de l'eau, je vous invite à continuer à utiliser le chat pour qu'on puisse y répondre. Donc, j'interviens effectivement pour apporter une information complémentaire détaillée sur la partie couloir et notamment sur les solutions qui sont éligibles au SONS. Comme l'a rappelé Nolwenn à l'instant, on se retrouve dans une configuration et un dispositif qui finance des fonctions que vous découvrez par DSR, la fonction de DPI, dossier patient informatisé, RI, référentiel d'identité, et PFI, plateforme d'intermédiation. La plateforme d'intermédiation étant la plateforme qui transmet vers l'extérieur les éléments identifiés Ségur à date, que sont l'alimentation d'une part du DMP et la transmission des documents par messagerie sécurisée de santé. Donc, si on revient sur le DPI, on se retrouve ici à identifier la fonction qui consiste à gérer les informations nécessaires à la prise en charge et au suivi du patient pendant son hospitalisation, et évidemment la traçabilité des soins et les actions qui sont entreprises pendant son hospitalisation. Il s'agit d'une fonction qui gère les diverses informations évidemment médicales du patient. Alors, informations médicales qui sont antérieures à l'hospitalisation, en préparation d'une hospitalisation, donc en phase de pré-hospit, ou produites au cours du séjour en établissement. Et vous les connaissez, que sont les observations médicales, les comptes rendus opératoires, les comptes rendus d'examen, les comptes rendus d'hospitalisation, les lettres de liaison de sortie, etc., etc. Faciliter la production de documents médicaux, évidemment, au fil de l'eau pour faciliter, in fine, le travail du professionnel de santé qui sera à même à transmettre ces documents et vers le DMP en partage et en échange via la messagerie sécurisée de santé. Et le tout en implémentant en sortie de DPI les profils IHE, donc on parle d'interopérabilité et d'urbanisation, donc les profils d'IHE et les transactions HL7 iDouane dans un souci d'interopérabilité au sein du système d'information hospitalier. Concernant le référentiel d'identité, on se retrouve avec une fonction qui est en capacité de gérer un référentiel de patient, un référentiel d'identité patient, un référentiel qui comporte en son sein la gestion d'un identifiant unique patient et en l'occurrence de l'identité nationale de santé. Le référentiel d'identité propose également des fonctionnalités qui sont nécessaires à la gestion du cycle de vie de ces identifiants patients, des modifications en l'occurrence. Et évidemment, de la même manière que pour le DPI, on se retrouve au sein du référentiel d'identité à devoir implémenter des transactions normées et notamment, on demande au référentiel d'identité d'implémenter le profil IHEPAM. Pour terminer sur la plateforme d'intermédiation, de la même manière que pour le DPI et RI, on souhaite et on demande à ce que les implémentations IHE soient en place ainsi que les transactions HL7, le tout dans un souci d'interop et d'une parfaite intégration dans le système d'information hospitalier d'une part et permettant les communications efficientes vers l'extérieur. La PFI devra proposer des fonctions d'alimentation du DMP et la transmission de documents de sortie via MS Santé. À noter que ces fonctions seront vérifiées au moment du référencement Ségur, Ségur ANS, conformément aux exigences qui sont formulées dans le DSR. Une petite remarque concernant la PFI, la fonction PFI peut très bien être portée par un logiciel de dossier patient informatisé. Et dans ce cas-là, il y aura une candidature pour le dossier patient, une candidature pour la PFI, mais le tout pouvant être supporté par le même outil. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc l'hôpital, en résumé, est au cœur de beaucoup de choses. Il se retrouve être adressé par les 3 DSR que je viens de citer. En flux de documents de sortie, on retrouve dans le cadre du périmètre Ségur la lettre de liaison de sortie, l'ordonnance de sortie et le compte-rendu opératoire. Donc, tous ces éléments sont parfaitement décrits dans les DSR qui ont été présentés précédemment et également dans les appels à financement. Les lettres, les documents de sortie seront évidemment indexés par l'identité nationale de santé, l'INS. Ils viendront alimenter le dossier médical partagé, le DMP, au travers
accessibles d'ailleurs au travers de mon espace santé, devront être échangés par messagerie sécurisée de santé, à la fois entre professionnels, et on parle de MSS Pro, mais également entre professionnels de santé et hôpital et le citoyen. Et là, nous parlons de MSS citoyen, dans le cadre d'un déploiement qui est en cours d'ailleurs en ce moment en phase pilote et qui sera donc à généraliser dans les prochains mois. Et le quatrième outil socle à implémenter sera l'identification, authentification des professionnels de santé au travers de ProSanté Connect. L'hôpital, c'est aussi en flux interne potentiel la réception par le DPI, par exemple, des comptes rendus de biologie et des comptes rendus d'imagerie. Si nous poursuivons, merci. Alors, concernant les exigences techniques à respecter, et qui sont d'ailleurs définies dans les DSR, les fameux DSR, on se retrouve pour le DPI et pour le référentiel identité. Alors, si on prend ces slides ligne par ligne, concernant la gestion de l'identité, donc de l'identité nationale de santé. L'implémentation de cette identité nationale de santé doit être conforme à l'ensemble des référentiels qui vous sont aujourd'hui proposés sur le site de l'agence, mais également sur le site de la DGOS, donc conformément au guide d'implémentation de l'INS et au référentiel national d'identité-vigilance. C'est important. Et vous retrouvez toujours de la même manière la gestion de l'identité qui doit provenir d'un référentiel d'identité, qui doit respecter les normes d'interopérabilité, et encore en l'occurrence, et on le répète ici, le profil IHE-PAM et l'utilisation classique de HS7 ADT. Toujours concernant l'identité, sur les référentiels d'identité cette fois, il s'agira d'implémenter techniquement l'identité nationale de santé conformément toujours au guide d'implémentation de l'INS comme pour le DPI. Le référentiel d'identité sera la fonction qui appellera le téléservice INSI, toujours de la même manière en prenant en compte le guide qui est aujourd'hui mis à disposition par le GUSISN Vital, et la diffusion de l'INS, cette fois-ci qualifiée, au sein du système d'information hospitalier à partir donc du référentiel d'identité se fera grâce au profil IHE-PAM, toujours de la même manière grâce aux transactions HL7 vers par exemple le DPI. Si on passe à la ligne suivante, non, c'était la ligne suivante, pardon. Production et intégration des documents. Pour le DPI, il s'agit de générer, et on l'a évoqué juste avant, la lettre de liaison, le compte-rendu opératoire, l'ordonnance de sortie, au format CDAR2 niveau 1. Le tout conformément évidemment au volet de structuration minimale du cas d'interop, le CISIS, toujours accessible sur le site internet de l'agence. Alors, il y a un micro ouvert, si éventuellement la personne peut l'éteindre, juste pour le confort des auditeurs. Merci. L'intégration des comptes rendus, cette fois par le DPI, devra également se faire au format CDR de niveau 1. Et là, nous évoquons la possibilité d'intégrer le compte rendu d'imagerie ou le compte rendu de biologie médicale. L'intégration, l'implémentation de ProSanté Connect se fera également, et notamment pour les DPI qui sont en accès web. Alors là, c'est bon. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Concernant la plateforme d'intermédiation, de la même manière, et finalement vous retrouverez ce fil d'Ariane, hein, l'implémentation de l'INS doit se faire évidemment conformément au guide d'implémentation et au référentiel national d'identité-vigilance. La production et l'intégration de documents de la même manière, on se retrouve sur les mêmes nomenclatures, notamment sur le CDR de niveau 1 à partir d'un PDF. Et des éléments d'identité, INS notamment, conformément au volet de structuration, pas de surprise, conformément au CI-SIS. Concernant le volet DMP, l'alimentation du DMP avec un document format CDR de niveau 1, on est toujours sur la même logique, avec, et vous lirez sans doute en détail après la présentation, avec des détails concernant la PFI. Si la PFI alimente le DMP avec des comptes rendus de biologie qui sont produits par un système d'information hospitalier, dans ce cas-là, la réception des comptes rendus de biologie qui sont au format CDA R2 niveau 3, et pardonnez-moi les nomenclatures un peu barbares, parce que s'agissant de normalisation interop, donc CDR de niveau 3, CDR de niveau 1 et PDF, le tout via un flux HL7 avec les informations de masquage qui sont également décrites dans le DSR.
Et si cette PFI alimente le DMP avec des comptes rendus d'imagerie cette fois, on se retrouve également avec d'autres informations ici sur ce slide, avec la réception des comptes rendus de la même manière au format CDR de niveau 1, PDF, et avec le flux HL7 qui va bien. Concernant la messagerie sécurisée de santé, donc là, nous étions sur le partage avec le DMP. Concernant l'échange donc avec MS Santé et les annuaires, nous sommes sur une exigence au niveau du format qui est identique à ce qui a été écrit précédemment, notamment format CDR de niveau 1, le tout encapsulé dans une archive IHUXDS. Et ce qui est important, c'est de noter que nous souhaitons que dans le mail soit également posé en deuxième pièce jointe un PDF simple qui permette au destinataire du message d'être finalement sur une non-rupture d'usage et pouvant réceptionner un PDF si d'aventure côté destinataire il se retrouve en incapacité de pouvoir lire l'archive IHXDS. Voilà donc en quelques mots. Concernant les profils. Alors, ce qu'il faut savoir quand vous aurez pris connaissance des documents disponibles, que pour chacun des DSR, vous avez des profils de référencement qui sont définis. Alors, sur les 3 DSR, DPI, PFI et RI, vous avez le profil général qui est un profil obligatoire sur lequel les industriels vont devoir répondre et fournir les preuves, comme l'a dit Nolwenn, qui sont référencées et listées dans le fichier des Excel des exigences, donc le profil général est obligatoire. En sus de ces profils obligatoires, vous avez des profils conditionnels. Concernant le DPI, il s'agit par exemple de répondre à des exigences qui sont liées à la mise en place d'un client web DPI. Et également de pouvoir candidater sur l'intégration de l'INS. Et pour, par exemple, l'intégration de l'INS, l'agrément du CNDA sera obligatoire. Concernant les profils PFI, les 2 profils conditionnels sont celui qui concerne le plateau technique de biologie et d'imagerie et la mise en œuvre de l'opérateur MS Santé Mailiz. Et concernant le profil référentiel d'identité, le conditionnel réside dans le stockage des copies électroniques des titres d'identité à l'intérieur du référentiel si d'aventure le client et l'éditeur souhaitent le mettre en œuvre. Et là, de la même manière, l'agrément CNDA est obligatoire. Voilà concernant les profils. Alors, pour compléter les propos de Nolwenn juste avant ma présentation, on revient un peu sur les principes de financement. Les financements résident sur l'activité combinée des établissements, avec le tableau à droite, en bas à droite, qui précise un certain nombre de choses concernant les catégories. Donc, on part du principe FINES-PMSI. Alors, FINES-PMSI est le même que le FINES établissement juridique pour la plupart des cas, sauf pour les établissements privés pour lesquels le FINES-PMSI est placé sur le FINES établissement géographique. Et le montant des forfaits SONS sont quant à eux basés sur l'activité combinée, comme je l'ai dit juste avant, 2019, toujours calculé sur la base du FINES-PMSI. Il est possible de déposer un seul dossier pour plusieurs établissements et auquel cas le montant forfaitaire sera égal à la somme des montants forfaitaires des établissements inclus dans le dossier. C'est important de le préciser. Alors, on ne va pas revenir sur la définition de l'activité combinée. Je pense que chacun d'entre vous savez la façon dont les choses sont calculées, mais en tout cas sur le slide, il est précisé. Et nous avons en bas à droite les établissements qui sont répartis entre 4 catégories selon leur activité. Donc, vous voyez 4 catégories A, B, C et D avec des montants minimum et des montants maximum. Si on passe sur la diapositive suivante, merci. Donc, les structures éligibles sont l'ensemble des établissements de santé qui soient publics ou privés. Concernant la répartition, le calcul des montants forfaitaires, comme je l'ai dit auparavant, se base sur l'activité combinée qui mesure l'activité des établissements fondée sur le nombre de journées et de séances, donc le tout pondéré par des coefficients, vous connaissez la formule. L'activité combinée est déjà utilisée dans le cadre du programme Open, donc les choses ne sont pas réinventées, on reprend les mêmes principes. Et le barème de financement est défini par tranche, selon un modèle de droite à fine, par morceau, par intervalle, et les tranches étant définies selon l'activité combinée, ce qui est explicité à droite dans la partie 4 sur le barème financement.
Les instances financées. Alors, un déploiement de fonctions par établissement, on parle de Finesse PMSI, et le déploiement d'une même solution dans plusieurs établissements peut faire également l'objet d'un seul dossier, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, dans le tableau, vous avez sur la première colonne le rappel des tranches qui a été évoqué sur la diapositive précédente. Et pour chacune des trois fonctions, vous avez le montant minimum et le montant maximum avec l'enveloppe globale. Donc, on ne va pas revenir ligne par ligne, montant par montant, vous les avez. Donc, l'idée, c'est bien ça. On part du Finesse PMSI, public, privé, une répartition par tranche avec un minimum et un maximum selon les trois fonctions. Donc, le DSR radiologie, enfin, en gros, le contenu des specs techniques, il reprend beaucoup d'éléments qui vous avez probablement vus, enfin, je ne sais pas dans quel ordre vous les traitez là d'ailleurs, mais qui sont assez communs avec les autres couloirs. Je vais commencer par celui qui a des éléments en gras, là, mais qui est un peu la philosophie Ségur, qui vient notamment des demandes des médecins, qui est de ne pas rajouter de la complexité. Et donc, en radiologie, mais comme dans tous les autres couloirs, on a cette demande d'envoi systématique et automatisé au DMP. Donc, après, il y a la question de la version, là. Soit directement, soit via un connecteur. Mais en fait, en gros, tout ça, ça vient dans le bundle qui est financé. Donc, vu de l'utilisateur ou de l'acheteur, ça ne change pas grand-chose. Donc, ceci étant dit, ce point-là, je vais les reprendre dans l'ordre. On a la consultation du WebPS DMP. Ce point-là, il est relativement important parce que c'est une fonctionnalité en plus qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir accéder aux informations du DMP de manière plus efficace. En tout cas, on l'espère. Donc, ça, c'est un point qui est nouveau. Ensuite, donc l'utilisation de ProSanté Connect, et par ailleurs, c'est relié au point précédent, puisque donc on impose que ça soit techniquement intégré. Ça ne sera pas nécessairement mis en œuvre chez chacun des clients, mais en tout cas, dans les specs des logiciels, ça l'est. Et donc, un utilisateur qui implémente ProSanté Connect, du coup, peut avoir sans couture la consultation du WebPS DMP. C'est tout son intérêt, sachant que le ProSanté Connect sera intégré avant la fin de l'année dans le WebPS DMP. Ensuite, ça, je pense que ça ne fait de surprise pour personne, puisque c'est maintenant réglementairement obligatoire l'identité nationale de santé, avec quand même pas mal de questions en radiologie, notamment comment c'est transmis au PACS. Et donc, pour information, c'est un élément qu'on a mis de côté plutôt pour la vague 2. Donc, en gros, on s'est concentré sur l'utilisation de l'INS à la fois donc dans la transmission de l'information à un éventuel DPI, dans la transmission de l'information au DMP, dans la réception de l'information depuis une gamme ou une GAP, mais on n'a pas fait le lien RIS-PACS au niveau dans la gestion de l'INS. Ensuite, donc on met un premier niveau de compte rendu, mais structuré N1, donc ce qui veut dire en gros que le compte rendu lui-même, son contenu et du texte libre, et qu'on ne structure que les métadonnées associées, donc nom du patient, date, type de compte rendu, etc. Ensuite, la partie envoi par messagerie sécurisée de santé, ce qui, je pense, un peu est caché derrière l'avant-avant-dernière ligne, là, donc norme du cadre d'interop pour la construction des messages. Donc, on vient préciser comment doivent être aussi envoyés les messages à la fois aux patients et aux correspondants, et notamment quel est le format qui est utilisé pour les pièces jointes. Ensuite, donc, il y a la possibilité d'effectuer, donc ça c'est peut-être un peu propre à la radiologie, des appels contextuels sortants. En gros, l'idée c'est de dire c'est assez fréquent que les RIS puissent appeler des logiciels tiers, notamment des viewers, sur la base soit d'un study instance UID, soit sur la base d'un INS. Et après, on tombe pas forcément au même niveau dans le PACS ou dans le viewer, et donc la possibilité, mais même au-delà, de pouvoir, par exemple, créer un appel contextuel vers le DPI. Enfin, quelque chose qui est un petit peu plus métier, qui est ressorti notamment de l'usage à l'hôpital, donc qui devrait vous intéresser. C'est apparemment dans le métier, il y a fréquemment en fait des comptes rendus que les radiologues nous exposent comme entre guillemets semi-validés, donc suffisamment validés pour être diffusés à l'intérieur de l'établissement, mais pas assez pour être diffusés à l'extérieur. Et suivant les constructeurs ou les éditeurs plutôt, il n'y a pas toujours des outils hyper pratiques pour gérer ces files d'attente en fait
de comptes rendus qui sont non validés. Donc, on a rajouté ce point. Voilà, et un autre point qui peut éventuellement vous intéresser, on ne les a pas tous mis, on a essayé de mettre les principaux, j'y pense maintenant, et c'est transverse à l'ensemble des DSR, c'est la fourniture de tableaux de bord, puisque vous allez avoir des financements qui vont être conditionnés au fait que vous partagez ces données. Et donc, on souhaite évidemment que les utilisateurs ne soient pas complètement aveugles dans ces envois. Et donc, on a une spec assez générique qui impose en fait qu'à l'intérieur des logiciels, il y ait une fonctionnalité tableau de bord de tous ces envois, que ce soit par messagerie sécurisée de santé ou via le DMP, et qui vous permettront en fait de suivre directement si vous remplissez ou pas les objectifs. Après, probablement, les éditeurs vont mettre en place, parce qu'ils nous en ont déjà parlé, des services supplémentaires de monitoring ou d'accompagnement pour l'atteinte des cibles. Mais en tout cas, je dirais le niveau 0, il sera dans les logiciels. Voilà, on peut passer au slide suivant si vous le voulez. Donc ça, l'idée, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont obligatoires et d'autres qui sont, on l'a appelé conditionnelles dans ces DSR. Donc, à peu près tout ce que je vous ai présenté précédemment est obligatoire. Dans la partie référentiel d'identité, donc dans tous les cas, il doit y avoir une gestion de l'INS. Par contre, on a des configurations de RIS qui peuvent être soit maître et esclave. Et je crois qu'il y a une condition là-dessus. Ensuite, il y a un éditeur de RIS qui a des envois qui sont encore manuels, je crois, via des CPS. Et donc, au moment où on met la CPS. Donc, je crois qu'on a mis ça comme une condition qu'ils doivent déclarer. Ensuite, si je continue, l'opérateur Mailys a été fait sur la fin. Je pense qu'il a un connecteur qui est un peu particulier. Donc ça, la compatibilité, elle doit aussi être déclarée. Je vais plus loin. Le point suivant sur le RPPS RAN. Donc, de mémoire, donc ils doivent tous être compatibles avec les certificats logiciels de type RAN pour les établissements de santé et je crois conditionnel sur les cabinets en SCM qui ont une gestion un tout petit peu particulière puisque vous devez avoir autant de certificats que vous avez de radiologues qui travaillent sur le site. Et pour finir, c'est un point de sécurité. Pour ceux qui stockent les pièces d'identité des patients sous une forme de scan, du coup, il y a une condition sur les données encryptées et donc voilà une condition qui est aussi conditionnelle là-dessus. Voilà, on peut passer au slide suivant. En gros, tout ça, l'immense majorité de ce qu'on a présenté juste avant, ça relève du détail. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui vous a été présenté dans les specs globales, elles doivent être respectées par tous. Donc ça, c'est le barème de financement. Donc, je vais les faire peut-être les deux colonnes de droite qui se comprennent relativement facilement parce qu'on a les deux montants qui soient de TTC ou sa version hors taxe. Donc, ce qui est important de comprendre, mais c'est la même philosophie sur tous les couloirs, c'est que ce que vient payer l'État, là, c'est soit exactement ce qui sera facturé, soit un max, et l'éditeur est libre, ce qui serait assez surprenant, mais libre de faire payer moins. Mais en tout cas, l'éditeur ne peut pas faire payer plus pour le périmètre spécifique de ce qui a été présenté. Il peut toujours facturer d'autres prestations, mais en tout cas, pour ce périmètre-là, il ne peut pas facturer plus que ce qui est à l'écran. Et après, donc, on a beaucoup travaillé au sein de la task force sur quel était l'inducteur de prix. Donc, ce qui a été choisi à l'unanimité de mémoire, c'est qu'on avait un prix qui était fonction de l'activité, qui en gros reflète la taille de l'établissement. C'est un marqueur indirect, mais qui marque quand même la complexité d'installation et d'implémentation. Et donc, cette activité, elle est basée soit pour l'activité libérale sur en fait, les actes qui sont facturés à la CNAM, soit sur l'activité hospitalière dans toute l'activité des séjours sur la déclaration dans la base de l'ATIH. Donc, vous avez un certain nombre de tranches de financement, là, sachant qu'il y en a vraiment très peu pour la tranche du bas et il y en a pas mal dans les 3 premières tranches. Et comme vous avez vu, mais c'est la logique, elle est reprise aussi un peu partout, ce sont des tranches qui ne sont pas
tout espacé pareil, mais qui sont en base 2, c'est-à-dire qu'on fait x2 à chaque fois. Donc, le max de 1, c'est 15, puis 30, puis 60, puis 120, etc. Et en se disant, grosso modo, on a construit ensemble ces courbes en se disant qu'il y avait évidemment au fur et à mesure des économies d'échelle et que ça ne servait à rien de prendre des tranches espacées toujours du même volume d'examen. Voilà, je pense que donc, tous les détails, évidemment, comme pour tous les autres appels, sont dans le document qui s'appelle AF sur le site de l'ANS. Donc, je vous encourage à aller voir parce qu'il y a tous les détails de quels sont les examens qui sont pris en compte, pas pris en compte, quelle est la définition de logiciel, le périmètre d'éligibilité pour le logiciel, pour le bénéficiaire final. Voilà, là, on fait la présentation à gros grains. On peut passer à la slide suivante. Alors, juste cette slide-là. Oui, c'est les conditions de versement du solde. Je suis en train de regarder, je pense que ça ne concerne pas que la radio, mais je peux éventuellement vous le faire pour la radio. Dis-moi, Nolwenn, comment vous avez prévu les choses là? J'avais coupé mon micro. Oui, si tu veux, je te laisse présenter la radio, comme ça ensuite on pourra te libérer, puis on reverra. Nous, on reprendra la suite sur les autres DSR. Le principe de cette diapo est que, comme on l'a vu précédemment, la fin du projet, ce qui valide la fin du projet dans le dispositif de financement à l'équipement et donc le versement du solde à l'éditeur, c'est cette validation d'aptitude que vous, clients, signerez à la fin du projet. Et c'est décrit dans les appels à financement. Il y a des éléments particuliers que vous devrez valider comme étant fonctionnels en production. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur la radio. Oui, de mémoire, il faudrait que je relise parce que maintenant, ça fait 2 mois qu'on a travaillé là-dessus. Mais en gros, ce qu'il va falloir, c'est que vous déclariez le scénario d'installation en particulier. Est-ce que vous souhaitez que le RIS soit envoie directement les informations au DMP ou via messagerie sécurisée de santé, soit envoie via votre PFI, qui par ailleurs est financé sur l'activité du couloir hôpital, soit envoie dans votre RIS, dans votre DPI, et c'est le DPI qui est en charge de faire ces envois. Et c'est et ou d'ailleurs, puisque notamment à l'hôpital privé, il y a peu de services de radio qui sont finalement rattachés à l'hôpital. Ce sont souvent des entités juridiques indépendantes, et donc qui font les deux. À la fois, ils peuvent envoyer par eux-mêmes et par ailleurs, ils envoient une information au DPI de l'hôpital. Donc, ce n'est pas exclusif. Ce n'est pas parce qu'on envoie vers le DMP, par exemple, qu'on n'envoie pas dans le DPI. Mon point sur ces contrôles, il est le suivant. Si jamais, en fait, on est dans une configuration où nous, on peut vérifier, du coup, vraisemblablement, on se contentera de la déclaration de votre fournisseur qu'il a bien branché en fait, ces premiers flux. Là, les tout premiers, on les regarde à partir de 10 envois de données. Donc, c'est juste pour voir si la prise elle est branchée. Et donc ça, s'il y a un branchement en direct, en gros, nous, on peut aller voir, que ce soit du côté DMP ou messagerie sécurisée de santé. En fait, on a les statistiques et donc on sera capable de contrôler. Si c'est une installation qui passe par une PFI ou un DPI chez vous, évidemment, on ne pourra pas aller le contrôler. Donc, il y aura forcément une vérification d'aptitude qui sera faite de votre côté. Voilà. Et en gros, cette philosophie-là, elle se décline, donc je vous laisserai préciser là chacun, mais elle se décline sur l'ensemble des couloirs. Merci Olivier. Je vais reprendre un petit peu, rapidement, parce que vous avez compris le principe. Je pense qu'Olivier Claes l'a bien décrit, mais sur les validations d'aptitude, juste pour conclure sur cette partie, avant de passer la parole à la DGOS pour le financement à l'usage, il y a bien des éléments qui, dans chacun des appels à financement, sont décrits comme étant des éléments particuliers qui attestent du bon fonctionnement sur les fonctionnalités décrites. Donc, c'est plus ou moins détaillé dans chacun des appels à financement avec, pour certains, un nombre d'envois, par exemple, qui doit avoir été réalisé mais c'est de l'ordre de 2, 3, 5 ou une dizaine. Enfin, on n'est pas dans l'usage et le déploiement
au sein à l'échelle d'un établissement, hein. C'est vraiment de quoi valider le bon fonctionnement en production. Pour finir juste sur cette partie validation, sachez que, et on en reparlera en parlant du support tout à l'heure, on prépare des documents modèles aussi, hein. On essaye de vous apporter un maximum d'aide et de vous faciliter les choses. Donc, on prépare des modèles de documents de validation d'aptitude pour chacun des DSR, en fait. Donc, ils reprendront chacun de ces éléments-là que vous pourrez réutiliser avec vos éditeurs en fin de projet. Voilà. Est-ce que Michel Rowe est bien parmi nous pour le point suivant? Oui, bonjour à tous, je suis là. Merci Michel. Je te laisse donc la parole sur le financement à l'usage, autrement appelé SUNES pour notre couloir hôpital. Ce que je voulais signifier, c'est que le programme SUNES cible l'usage, hein, et c'est le volet usage de l'ensemble du programme cible numérique, avec donc comme objectif principal d'encourager l'usage des outils SOC, l'IMS évidemment, hein, l'identité nationale de santé, on l'a déjà précisé dans l'équipement, le partage d'informations via le DMP et l'échange d'informations via la messagerie sécurisée, et bien sûr en lien avec l'ouverture de mon espace santé qui est prévu au premier trimestre 2020. Alors ce financement, c'est un financement qui va concerner les établissements sanitaires, bon, c'est un financement qui peut sembler un peu classique, hein, le financement d'usage après des programmes tels que le programme hôpital numérique et le programme Open. Donc il s'agit d'un financement qui est conditionné par, d'une part, le respect de critères d'éligibilité, ce qu'on appelle les prérequis, et qui définit des cibles d'usage que se doivent atteindre les établissements candidats à une date donnée, une date sur laquelle ils s'engagent. Donc voilà le grand principe du programme de financement à l'usage. Donc on est bien dans la continuité de programmes tels que Open, tel qu'hôpital numérique également. Alors ceci dit, on est juste dans la continuité en matière de conception de programme et de conception autour de l'atteinte de cibles d'usage. Par contre, il n'y a aucune relation directe au niveau des précédents qui serait nécessaire de ne pas avoir eu au niveau de l'hôpital numérique et d'Open. Le programme SUNES est totalement indépendant de ce qu'on a. Alors, il s'inscrit comme dans les grands principes hein, du programme ciblé sur les usages, avec quand même dans le programme SUNES, alors c'est ce qui peut le démarquer aussi du programme tel que Open, la volonté d'avoir une dimension inclusive, c'est-à-dire de permettre à tout établissement qui souhaiterait être candidat de pouvoir l'être, et je dirais qu'au vu de l'enveloppe financière qui est consacrée au programme et des conditions dans lesquelles sont attribués les financements, tout établissement doit pouvoir être financé après candidature reçue au niveau du programme SUNES. Voilà. Alors, les acteurs, évidemment, sont les ARS au niveau régional, avec un pilotage national qui est assuré par la DGES en coordination avec la DMS. Alors, pour parler de montant, le financement total consacré au financement à l'usage du programme SUNES est de 210 millions, avec deux volets qui vont se répartir ces 210 millions. La plus grande partie, c'est-à-dire à peu près 75%, 150 millions est destinée à cette partie partage d'informations, alimentation du DMP en vue de l'alimentation de mon espace santé, avec la transmission de documents qui sont des documents ciblés. Hein, donc, on a précisé quel type de documents devait être échangé, avec trois domaines qui vont être concernés dans la partie alimentation du DMP. Le premier domaine concerne les documents de sortie. Je vais y revenir un petit peu par la suite en parcourant les indicateurs d'usage ciblés. Le domaine biologie et le domaine imagerie. Alors le domaine documents de sortie, celui auquel est alloué l'enveloppe la plus importante, 123 millions d'euros, et pour le domaine biologie et imagerie, 35 millions d'euros. Et puis il y a un volet 2, alors le volet 2 qui est encore en construction, puisque finalement, dans ce volet 2, même s'il emporte avec lui une partie qui est connue, qui est la messagerie professionnelle dans l'espace de confiance et santé, on y a rajouté la partie messagerie citoyenne. Donc ça, c'est un petit peu nouveau, et ça justifie qu'il y ait actuellement d'ailleurs commencé une expérimentation qui va permettre de mieux cibler
les cibles d'usage qu'il s'agira de définir pour ce volet 2. Donc, on est actuellement au niveau d'une expérimentation et le deuxième volet sera mis en place dès la fin de cette année pour la définition des cibles d'usage et puis dans la réalisation du programme dès le début 2020. Alors, vous voyez dans la définition aussi que le financement à l'usage est monté et conçu en cohérence aussi avec le financement à l'équipement. Le diapositive suivant, c'est bon, voilà. Alors, pour les prérequis, au niveau des prérequis définis comme critères d'entrée, en fait, il s'agit bien là de prérequis, c'est-à-dire qu'il faut satisfaire ces prérequis pour pouvoir avoir sa candidature validée. Alors, quels sont ces prérequis? Ils sont au nombre de 6. On compte des prérequis qui vont porter sur l'identité-vigilance. La plupart reprennent des prérequis qui existent au niveau de code, en particulier le premier qui concerne le prérequis d'identité-vigilance et qui se rapporte à la cellule d'identité-vigilance opérationnelle. Ça, c'est un prérequis équivalent à celui d'Open. Par contre, le second, qui évoque l'appropriation du référentiel national d'identité-vigilance, est nouveau parce que le référentiel a été publié il y a 9 mois maintenant, en janvier de cette année. Les référentiels RNIV 1 et RNIV 2 ont été publiés. L'un est général, le RNIV 1 et le RNIV 2 correspond finalement aux exigences et aux bonnes pratiques en matière d'identité-vigilance pour les établissements de santé. Et donc, ce qui est attendu ici, c'est de satisfaire à la connaissance de ce référentiel d'identité-vigilance. Je m'étais arrêté sur l'appropriation du référentiel national d'identité-vigilance, juste pour préciser par rapport à ce prérequis que ce qui est demandé est relativement simple, puisque ce qui est demandé au niveau de ce prérequis, c'est de remplir un questionnaire qui nous permet de connaître finalement votre niveau de connaissance, le niveau de connaissance du candidat, par rapport à ces deux référentiels. Donc, ce qui est attendu, c'est simplement que ce questionnaire, il comporte une trentaine de questions, soit complètement rempli, et on n'apprécie pas la valeur de la réponse. C'est juste connaître. Alors, c'est vrai que par rapport à l'ensemble des candidats, ça pourra servir à avoir une appréciation globale de la connaissance des référentiels RNIV 1 et RNIV 2, mais d'une façon ciblée sur la candidature, ça n'a pas d'impact. La seule exigence, c'est qu'il soit totalement rempli. Alors, sur les prérequis de sécurité, alors là, pour le coup, on est sur un prérequis qui est assez connu, qui correspond au prérequis d'Open, le premier, qui correspond au P2CAD, le fait de disposer d'une politique de sécurité, d'avoir un RSSI nommé, d'avoir aussi déroulé le plan d'action SSI qui est porté par une instruction dite instruction 309, qui correspond tout à fait, de toute façon, l'ensemble de ce prérequis à ce que l'on rencontre au niveau d'Open pour le prérequis P2-4. Et puis le second prérequis, là, lui, porte sur l'audit externe. C'est là aussi l'équivalent du prérequis P2-5 avec juste une exigence quand même supplémentaire qui est que pour candidater au Ségur, il faut que cet audit ait été réalisé. Alors, il y a juste une petite concession qui est faite pour les établissements de la première fenêtre de financement et que pour cela, au moment où ils déposent la candidature, c'est-à-dire actuellement, on puisse se satisfaire simplement d'un bon de commande de cet audit de cybersécurité et que cet audit ait été réalisé à la fin de la période d'instruction des dossiers de la première fenêtre de financement, date qui correspond au 31 décembre de cette année. Voilà pour les prérequis sécuritaires et puis deux prérequis qui correspondent à l'échange et au partage d'informations. Ces deux prérequis correspondent là aussi à deux prérequis Open. On veut juste s'assurer de la capacité du SIH à alimenter le DMP et de l'existence d'une messagerie opérationnelle qui soit intégrée à l'espace de confiance MS Santé. Donc rien de nouveau en tant que tel par rapport à Open, mais avec l'exigence que ces prérequis soient satisfaits au moment de la candidature au niveau du Ségur. Voilà, donc il y a juste la seule condition point d'entrée au niveau d'une candidature Ségur et que ces 6 prérequis soient satisfaits, avec également, vous verrez dans l'instruction, si vous la parcourez, d'autres points, comme le fait de bien remplir l'observatoire O6. Et puis également pour les GHT d'avoir un schéma directeur opérationnel défini et actualisé.
Diapositive suivante. Merci. Alors, donc les 5 indicateurs et les cibles d'usage à atteindre sont ceux que l'on retrouve ici. Alors, on avait évoqué les domaines documents de sortie et les domaines imagerie et biologie. On retrouve en fait 3 indicateurs pour le domaine 1 document de sortie, chacun s'attachant finalement à un document particulier, ce qui est le cas pour la lettre de liaison qui va être déposée dans le DMP, premier prérequis, première cible d'usage, pardon. Deuxième cible d'usage, l'ordonnance de sortie. Et un complément aussi qui est apporté par rapport aux établissements qui disposent d'un bloc opératoire, qui réalise des interventions chirurgicales, donc avec le compte-rendu opératoire qui sera également à déposer dans le DMP. Au niveau du domaine biologie, on va avoir, et comme pour l'imagerie d'ailleurs, la fourniture des comptes rendus d'examen, donc le compte rendu de biologie en CDR2 niveau 3 pour ce qui concerne la biologie, et puis le compte-rendu d'imagerie, également déposé dans le DMP. Alors, la particularité du programme Ségur, c'est qu'il y a une exigence qui évolue en matière de cibles d'usage au cours du temps. Le programme Ségur est décomposé par rapport aux fenêtres au sein desquelles sont atteintes les cibles d'usage. Ces exigences sont décomposées par des pourcentages qui évoluent au cours du temps, avec une exigence accrue, évidemment, plus on tarde à candidater, ce qui donne en fait les chiffres que vous voyez présents à l'écran. Par exemple, pour l'alimentation en lettres de liaison du DMP, l'exigence de la première fenêtre est de 49%. Là, on va parler de séjour, hein, si on rentre dans le détail de l'indicateur. On va parler de taux de séjour pour lequel le DMP est alimenté d'une lettre de liaison au format CDR2 niveau 1 et évidemment comprenant une INS qualifiée, une identité nationale de santé qualifiée. Donc ce taux-là doit être de 49% sur la première fenêtre et il monte à 69% sur la dernière fenêtre, celle qui correspond au semestre 2 de 2023. Et c'est le même principe appliqué pour l'ensemble des indicateurs, avec donc une augmentation de la cible d'usage à atteindre. Diapositive suivante. Alors, par rapport à cette logique-là, également, le programme SUNES, lui, repose sur une incitation des établissements à candidater rapidement. Cette incitation, évidemment, vous l'avez vu, elle est déjà présente par le fait que il est plus difficile, enfin l'exigence est plus grande au cours du temps pour atteindre la cible d'usage. Et ceci a été conjugué également avec une forme de dégressivité des forfaits qui est opérée également sur l'ensemble de ces fenêtres. La dégressivité des forfaits fait que si sur la première fenêtre, par rapport au montant calculé, dont on va parler un petit peu après, le montant total est alloué sur cette fenêtre du premier semestre 2022, elle diminue pour atteindre 80% à la fenêtre 4 qui correspond au second semestre 2023. Voilà, donc il y a en même temps une progressivité des cibles, une dégressivité des forfaits, donc vous l'avez compris, une incitation forte à candidater rapidement au niveau du forfait du programme SUNES. Diapositive suivante, Manon. Merci. Voilà, alors le montant des forfaits, alors ça c'est une constante d'ailleurs qui était présente déjà au niveau des programmes Hôpital numérique et Open. Le montant des forfaits est calculé sur la base de l'activité combinée. Évidemment, là, nous sommes partis de la référence de l'année 2019 par rapport à l'activité. Les candidatures se font, on reprend le même principe aussi que pour le volet équipement de SONS, hein, par rapport au FINES PMSI. Et donc, on a nos 4 tranches d'activité de catégories d'établissement selon l'activité combinée, hein, entre 0,7 000 pour la catégorie A et pour arriver à la catégorie D, dont le plafond est à 1 600 000 d'activités combinées. Et les montants, donc minimum et maximum, sont répartis, sachant que entre le minimum et le maximum dans une même catégorie, c'est le montant exact qui est calculé sur la base d'une linéarité par rapport à l'activité combinée. Voilà, donc ça vous donne les montants qui sont indiqués. Alors évidemment,
Si on s'amusait à comparer avec le programme Open, ils sont un peu inférieurs, mais cela est dû aussi à une volonté affirmée d'être inclusif, c'est-à-dire de pouvoir permettre à tout établissement candidat et qui verrait sa candidature validée de par l'atteinte des prérequis, de pouvoir être financé dans le cadre du programme. Alors, il y a sur le volet 2, il y a évidemment un calcul qui est fait aussi, mais bien sûr, sur le volet 2, les indicateurs, la nature des cibles d'usage vont être définis d'ici la fin de l'année avec les retours qui vont avoir lieu sur les établissements participant à l'expérimentation. Diapositive suivante. Alors, les fenêtres de candidature, alors ça aussi, c'est une nouveauté par rapport au principe de candidature. Donc là, on n'est pas dans le cas tel qu'il avait été proposé pour le programme Open d'un appel à manifestation d'intérêt. En fait, 4 fenêtres de financement sont définies par semestre sur les 2 années 2022-2023. Et évidemment, avant ces fenêtres de financement, il y a la période de candidature qui s'ouvre et qui est ouverte là depuis le début du mois de ce mois, de septembre, il y a quelques jours, qui s'est ouverte jusqu'au 31 octobre pour permettre aux établissements de candidater. Alors, les établissements qui candidatent dans cette fenêtre-là sont exclusivement des établissements qui ont comme projet d'atteindre les cibles d'usage avant la fin du premier semestre 2022. Les candidatures vont être reçues par les ARS et analysées par les ARS du point de vue de la satisfaction de l'atteinte des prérequis durant les 4 mois d'ici la fin de l'année, jusqu'à fin décembre. Et donc tout établissement dans ce cadre qui satisfera aux prérequis pourra intégrer sa candidature sera validée et pourra être financé sur cette première fenêtre de financement. Et ceci se répète pour les 4 fenêtres, c'est-à-dire que pour la fenêtre 2, période de candidature mars-avril 2022, fenêtre 3, période de candidature septembre-octobre 2022, fenêtre 4, mars-avril 2023, avec toujours les 4 mois d'analyse par l'ARS de la recevabilité de la candidature du point de vue des prérequis. Et puis aussi pour l'ARS, après, le travail de validation de l'atteinte des cibles d'usage pour les établissements de la fenêtre précédente. Voilà, donc une période de candidature de 2 mois, une période d'instruction par les ARS de 4 mois maximum, et ceci répété 4 fois durant toute la durée du programme SUNES. Alors, la candidature se fait au travers de la plateforme démarche simplifiée. Donc, il faut bien distinguer le fait de déposer une candidature. Ça se fait sur la plateforme démarche simplifiée où l'établissement peut déposer sa candidature, avec aussi le fait de déclarer l'atteinte des cibles d'usage et des prérequis également, qui doit se faire en parallèle sur la plateforme OSIS. Donc aujourd'hui, au niveau d'OSIS, il est apparu un onglet qui s'appelle SUNES et qui aujourd'hui comporte les informations correspondantes à l'atteinte des prérequis. Et donc qui peut être renseigné dès à présent également pour l'atteinte de ces prérequis. La candidature, donc, et le traitement de cette candidature par l'ARS et le pilotage du programme va se faire au travers de la plateforme démarche simplifiée. C'est aussi elle qui supporte le questionnaire relatif au référentiel national d'identité-vigilance. Donc vous avez l'adresse pour pouvoir candidater. À date, il y a à peu près 266 dossiers en cours de déposés et en cours d'instruction sur la plateforme. Voilà, alors vous avez, oui, il y avait je sais pas, j'ai pas retrouvé la diapositive qui présentait l'ensemble des documents accessibles sur la page. Non, elle n'y est plus. Voilà, peut-être, voilà. Alors, donc, vous avez accès à l'ensemble de la documentation concernant le programme SUNES sur le lien qui est indiqué au niveau du site du ministère, du ministère de la Santé, avec évidemment les documents officiels, l'instruction, les annexes, la présentation détaillée du programme, et puis les 2 guides, le guide de prérequis et le guide des indicateurs d'usage.
avec également, concernant l'expérimentation volet 2, une note descriptive pour avoir un peu l'information sur la façon dont va se construire l'expérimentation volet 2 et les établissements qui participent à cette expérimentation. Le questionnaire d'appropriation RNIV pour information, sachant qu'il est à compléter au niveau de la plateforme démarche simplifiée. Un petit outil de simulation de soutien financier, c'est-à-dire en gros l'établissement peut ouvrir ce petit tableur Excel pour faire quelques hypothèses sur les financements par rapport aux 4 fenêtres que je vous présentais auparavant de candidature. Et puis la version finalisée du guide suite à la concertation, une FAQ qui va être déposée, et puis un guide d'aide à l'utilisation de la plateforme démarche simplifiée pour la candidature. Et surtout, si vous avez des questions, une adresse vers laquelle vous pouvez faire converger vos questions, dgos-son@sant.gouv.fr, où là on réceptionne toutes les questions, et c'est notamment ces questions en particulier qui alimentent la foire aux questions, qui sera mise sur le site régulièrement actualisée. Donc, concernant le support, quelques informations qui nous paraissaient intéressantes à vous partager. Vous dire d'abord qu'il existe un support dédié au Ségur du numérique en santé au niveau du national, et je vous invite à vous intéresser en particulier aux documents qui sont déjà disponibles. Il y a effectivement un corpus documentaire qui est en ligne sur le site de l'agence isanté.gouv.fr et qui est diffusé à l'ensemble des écosystèmes. Vous avez un document qu'on a appelé un document commun qui a été publié au tout début du mois de juillet et qui, dans sa version 1 et qui sera en version 2 très prochainement, eu égard aux actualités de cet été, et qui rassemble sous la forme d'une quarantaine de pages, pas plus, l'ensemble des éléments, je dirais, en premier niveau qui sont intéressants à récupérer sur le Ségur et ses dispositifs. Vous avez également des flyers et des fiches pratiques sous forme de 4 pages très synthétiques, très pratico-pratiques, que vous pouvez également télécharger sur les couloirs hôpital, biologie, radio et médecine de ville. Nous allons très prochainement également publier un document support qui va rassembler l'ensemble des informations pratiques qui seront beaucoup plus détaillées des 2 précédents documents par rapport aux informations qui sont d'ores et déjà proposées, et un mode opératoire, notamment un pas à pas destiné aux établissements, qui vous permettra de voir en première approche ce que vous devez mettre en place pour pouvoir implémenter notamment les services socles. D'ici la fin de la semaine, vous aurez également un retour d'expérience des pilotes FHP Ségur qui a eu lieu entre le mois d'avril et le fin du mois de juin. Un pilote qui a démontré notamment la capacité à pouvoir installer l'ensemble des services socles et à pouvoir diffuser les documents qui ont été largement explicités lors de ce webinaire. Nous pensons aux lettres de liaison et aux prescriptions de sortie, par exemple, et vers le DMP et par messagerie sécurisée vers les professionnels de santé. Nous avons également, et on l'enrichit toutes les semaines, des FAQ qui rassemblent pratiquement toutes les questions qu'on se pose à date pour tous les couloirs, toujours sur notre site isanté.gouv.fr, et pour les éditeurs en particulier sur un site qui leur est spécialement dédié, tech.isanté.gouv.fr. Et c'est à cet endroit-là également que vous pouvez utiliser des formulaires de contact pour qu'on puisse répondre à une question à laquelle vous ne trouvez pas de réponse, notamment au travers des FAQ. Donc vraiment, le message, c'est n'hésitez pas à les utiliser pour qu'on puisse vous aider à franchir le pas du Ségur. Nous avons une équipe installée à l'ANS qui est dédiée 100% à cela. Donc encore une fois, connectez-vous au site et utilisez les formulaires. Vous rappelez également qu'il y a évidemment plusieurs webinaires programmés dans la semaine, et jusqu'à la fin de l'année, vous en aurez très régulièrement. Les prochains, le 22 septembre à 14 h sur les plateaux de biologie médicale en établissement de santé, et le 24 septembre à 13h30 sur les enjeux et les opportunités du Ségur numérique pour les établissements de santé. Ce sont les prochains webinaires plutôt dédiés établissements de santé. Mais il y en a encore bien d'autres. Et vous dire également qu'à l'occasion d'événements nationaux, on peut évidemment intervenir, et c'est ce qu'on fera notamment à Santexpo, et nous vous donnons évidemment rendez-vous à Santexpo. Vous pouvez retrouver l'ensemble des interlocuteurs
que vous avez pu aujourd'hui entendre et on sera évidemment présent pour répondre aussi à vos questions à ce moment-là. Et là, pour le coup, nous serons en présentiel. Voilà, donc un support Ségur en place qui fonctionne, qui sera certainement encore à améliorer, notamment pour embarquer les régions, notamment les grades de vos régions pour répondre à vos questions. Mais d'ores et déjà, encore une fois, quelque chose d'opérationnel sur le site e-santé.gouv.fr. Merci. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Vous l'aurez compris, après ce webinaire, nous sommes à disposition pour répondre à des questions qui nous seraient transmises via les formulaires de support. On a une petite équipe qui travaille avec nous pour être le plus complet, rapide et efficace possible. Je vois qu'on est passé du coup au dernier point. Bon, alors rapidement, vous trouverez dans cette diapo-là, puisque si vous pourrez récupérer bien sûr cette présentation ensuite sur le site de l'ANS et voir le contenu du webinaire en replay. Donc, vous l'avez déjà suivi, mais bon, vous avez certainement des collègues qui seraient très intéressés pour écouter tout ça. Et donc, vous retrouverez sur le support tous les liens vers les documents qui ont été évoqués au cours de ce webinaire, qui sont disponibles sur le site de l'ANS. Et tous les documents, alors soit les documents eux-mêmes, soit les liens, puisque les arrêtés, c'est les liens vers Légifrance, des liens également vers le site SONES de la DGOS. Sachez également que nous gardons toutes les questions que vous avez pu poser au cours de ce webinaire. Donc, pour toutes celles auxquelles on n'aura pas pu répondre pendant le webinaire, on garde vos contacts et on vous répondra dans un deuxième temps, très rapidement, dans la foulée, pour que vous ayez bien évidemment les réponses à vos questions. Que nous alimentons les facs aussi régulièrement avec les questions qui nous sont posées. Donc, elles sont régulièrement alimentées, enrichies. Donc, n'hésitez pas à les consulter également. Dans la mesure où il est 17h, je vous propose de ne pas revenir sur le retour d'expérience pilote plus en détail. Sachez juste qu'il y a eu un accompagnement de 8 groupes de cliniques donc, qui représentaient à peu près 20 établissements, MCO, Psy, SSR, qui ont été accompagnés par Jean-Christophe Surbat et moi-même d'avril à début juillet, à fin juin, en fait. Et l'objectif était d'implémenter les grandes fonctions qui sont décrites dans le Ségur. Donc, pas d'appliquer les DSR, puisqu'à l'époque, ils étaient de toute façon pas finalisés, mais en tout cas, d'implémenter les services SOX et de transmettre les flux de documents attendus dans le couloir hôpital. Nous y sommes arrivés pour la grande majorité, les 3/4 des sites. Ceux qui n'ont pas pu arriver, en fait, se trouvaient dans des situations d'infrastructure un peu compliquées. Il y avait beaucoup de mises à jour à faire pour rattraper soit une problématique d'infra, soit plusieurs versions métiers à rattraper avant d'arriver à la version compatible avec les fonctionnalités Ségur. Donc, c'est un point d'attention sur les risques sur la gestion du projet, le retard que ça peut prendre et donc ce qu'on peut traiter en amont dès à présent. Et puis, bien évidemment, une partie importante de communication interne pour embarquer les acteurs et notamment sur l'INS, tout le personnel d'accueil qui va gérer la partie identité, travailler sur l'identité-vigilance et puis, bien évidemment, la CME et les équipes médicales de manière générale, puisqu'il s'agit quand même de travailler sur des flux de documents qui sont produits et vérifiés par eux. Voilà, je pense que c'est ce qu'on pouvait dire en très synthétique, des éléments à retenir sur ces pilotes. Mais sachez que d'ici quelques jours, on va publier un document assez complet sur ce retour d'expérience avec une description des différentes étapes telles qu'on les a suivies ou telles qu'on a identifier qui valait mieux les suivre, ce qui peut être vu en parallèle et ce qu'il faut, les points de vigilance tout au long du projet sur les différents périmètres. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire, d'avoir échangé avec nous. Et puis, je vous invite à vous lancer dans ces projets et à faire appel à nous pour cas de toute difficulté, et également à vos grades et à vos ARS qui sont là pour ça aussi.
Merci beaucoup.